En Guinée, le nouveau Premier ministre Ibrahima Fofana a formé son gouvernement sans changement majeur par rapport à celui de son prédécesseur Mamadi Youla, selon un décret lu dans la nuit de samedi à dimanche. À Madagascar, l'opposition et les pro-régimes se mobilisent. Leur réaction fait suite à la décision de la Haute Cour constitutionnelle de maintenir le chef de l'État en place et a donné 10 jours au parti pour trouver un accord. À Moroni, aux Comores, une mobilisation pacifique vire à l'affrontement entre les manifestants et la police. Les protestataires dénoncent ce qu'ils considèrent comme des abus de pouvoir du chef de l'État comorien. Nous sommes le 28 mai, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue dans cette session d'information sur Sika. Le nouveau Premier ministre guinéen, Ibrahima Kassory Fofana, a formé son gouvernement sans changement majeur par rapport à celui de son prédécesseur, Mamadi Youla, selon un décret lu dans la nuit de samedi à dimanche sur les médias d'État. Le gouvernement de Fofana, membre de l'équipe sortante et directeur de campagne du président Alpha Condé, lors de sa réélection en 2015 à la tête de ce pays d'Afrique de l'Ouest, comprend désormais 33 membres. C'est un dossier sur lequel nous allons revenir tout au long de la journée. Les dirigeants sud- et nord-coréens Moon Jae-in et Kim Jong-un ont tenu une rencontre surprise samedi en République populaire démocratique de Corée. Le but de cette réunion entre les deux hommes est de remettre sur les rails le sommet historique entre Kim Jong-un et Donald Trump après une série de troubles diplomatiques. Voici les images. L'annulation soudaine du sommet Trump-Kim par le président américain a placé en porte-à-faux la Corée du Sud, acteur central dans la remarquable détente de ces derniers mois entre Pyongyang et Washington. Les dirigeants sud- et nord-coréens Moon Jae-in et Kim Jong-un ont donc tenu une rencontre surprise samedi pour remettre sur les rails le sommet historique entre Kim Jong-un et Donald Trump après une série de troubles diplomatiques. Cette rencontre, la quatrième entre les dirigeants des deux pays, toujours techniquement en guerre, s'est déroulée dans le plus grand secret. À son issue, les dirigeants des deux Corées se sont dit prêts à se revoir fréquemment, ajoutant que Kim Jong-un était déterminé à avoir un sommet avec Donald Trump en juin. Les deux dirigeants se sont entretenus durant 2 heures d'horloge dans le village de Panmunjom, où ils s'étaient déjà rencontrés le 27 avril dernier. Donald Trump avait annulé jeudi son sommet prévu à Singapour le 10 juin avec Kim. Moins de 24 heures après, il a cependant affiché son optimisme, évoquant le possible maintien du sommet après des discussions très productives avec la Corée du Nord pour que le sommet ait lieu. Samedi, sa porte-parole Sarah Sanders a adressé un autre message à la tonalité optimiste, déclarant que l'équipe de reconnaissance de la Maison-Blanche pour Singapour partira comme prévu pour se préparer si jamais le sommet devait se tenir. À Moroni, aux Comores, une mobilisation pacifique vire à l'affrontement entre des manifestants et la police. Les protestataires dénoncent ce qu'ils considèrent comme des abus de pouvoir du chef de l'État comorien, Azali Assoumani. Plus de précisions à travers cet élément. Véritable course-poursuite entre forces de l'ordre et manifestants très remontés contre le chef d'État comorien. Suspension de la Cour constitutionnelle, manifestation interdite, référendum et assignation à résidence d'un ex-président, ce sont là les principaux griefs contre Azali Assoumani. L'affaire fait des vagues dans le petit archipel pauvre de l'océan Indien. Depuis le 19 mai, l'ex-président Ahmed Abdallah Sombi, au pouvoir de 2006 à 2011, est en résidence surveillée dans sa propriété proche de la capitale, Moroni. La présidence a justifié sa décision par, je cite, les nombreuses atteintes à l'ordre public causées par ces agissements et le maintien du bon ordre social. Le couperet est tombé sur ce dernier quelques jours après son retour au pays, après une absence remarquée 6 mois durant. Furieux de cette assignation, plusieurs centaines de partisans de l'ex-président ont manifesté devant la grande mosquée de Moroni pour exiger la levée de la mesure. Après ce coup d'éclat, le chef de l'État a annoncé une réforme des institutions qui pourrait permettre plusieurs mandats présidentiels successifs. En effet, en vertu du principe atypique de la présidence tournante, tous les 5 ans, entre les 3 îles qui composent l'Union des Comores, le sortant ne peut pas se représenter immédiatement pour un 2e mandat. Mais désormais,
Ce sera sans doute bien possible. La réforme constitutionnelle, dont le test n'est pas encore connu, sera soumise à référendum le 29 juillet. L'opposition crie au coup d'État constitutionnel et appelle à un mouvement de protestation générale. La société civile ne cache pas non plus ses inquiétudes. En Équateur, le gouvernement a annoncé que le dissident des FARC, supposé responsable de l'attaque à la voiture piégée contre la police équatorienne, blessant près d'une trentaine de personnes, a été arrêté en Colombie. Wayne Valencia Malaya était donc un dirigeant du groupe mené par Gocho et responsable du kidnapping et du meurtre d'une équipe de 3 journalistes équatoriens. Plus de précisions avec Georges Nieto, il est le directeur général de la police colombienne ayant conduit l'opération. On l'écoute. Se logra la captura muy importante de un cabecilla del grupo armado. Nous venons d'accomplir l'arrestation très importante d'un dirigeant du groupe armé résiduel mené par Gacho. C'est un exploit. Nos unités méritent d'être félicitées pour le professionnalisme. Ce criminel, alias Wayna, dirigeait la commission que Gacho a envoyée pour commettre des crimes dans le secteur de Candelilla. Ce sont eux qui ont semé la zizanie dans le milieu des professionnels des médias. Au sujet des corps des 3 journalistes tués par le groupe de Gacho, nous continuons de consacrer tous nos efforts aux recherches. Nous voulons le plus tôt possible pouvoir renvoyer les corps des journalistes tués à leurs familles. À Madagascar, l'opposition et les pro-régimes ont chacun tenu deux rassemblements dans la capitale ce samedi. Les réactions ont fait suite à la décision de la Haute Cour constitutionnelle de maintenir le chef de l'État en place et a donné 10 jours au parti pour trouver un accord, sans quoi sa décision rentrera en vigueur. Laquelle décision prévoit que, passé le 4 juin, le président de la République malgache aura 7 jours pour dissoudre le gouvernement actuel et nommer un premier ministre de consensus, puis 7 jours de plus pour former un gouvernement de consensus. Reportage. La Haute Cour constitutionnelle malgache a enfin tranché. Elle a décidé de maintenir le chef de l'État en place et a donné 10 jours au parti pour trouver un accord. Faute de quoi, passer le délai du 4 juin, le président Eri aura 7 jours pour dissoudre le gouvernement actuel et nommer un premier ministre de consensus, puis 7 autres jours de plus pour former un gouvernement de consensus. Une décision qui a tôt fait réagir la classe politique malgache. Environ 10 000 partisans du président Eri se sont rassemblés suite à l'annonce de la plus haute juridiction du pays. Pour les partisans du président de la République malgache, la décision de la Haute Cour constitutionnelle est une victoire en demi-teinte pour le pouvoir en place. Dans le camp de l'opposition, on estime que la Cour n'est pas allée assez loin dans sa décision. L'heure est donc désormais à l'attente et au suspense, en attendant que les 2 parties interprètent l'accord politique qu'ils doivent trouver d'ici 10 jours, comme l'a ordonné la Haute Cour constitutionnelle du pays. Au Burkina Faso, on tend désormais la main à la Chine. Ouagadougou et Pékin établissent désormais des relations diplomatiques quelques jours après la rupture entre le lien entre le pays ouest-africain et Taïwan, marquant ainsi une nouvelle victoire dans la campagne menée par la Chine pour isoler davantage l'île rebelle. Reportage. L'annonce d'une relation diplomatique scellée entre la Chine et le Burkina Faso a été faite dans un communiqué conjoint signé à Pékin par le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi et son homologue burkinabé Alpha Bari. Il n'y a qu'une seule Chine dans le monde, a déclaré Wang Yi à l'issue de la signature du communiqué. Le gouvernement du Burkina Faso suit la tendance de l'époque et a pris la bonne décision politique, a-t-il conclu. Les affaires étrangères, mesdames et messieurs. Qualifiant la Chine de plus importante économie du monde, Alpha Bari a dit espérer que le Burkina Faso tirera profit de cette nouvelle relation. Le burkinabé tirer profit de nos positions diplomatiques respectives. La signature de ce communiqué était largement attendue après la rupture annoncée jeudi par Ouagadougou des relations entre le Burkina Faso et Taïwan, qui n'a cessé de perdre du terrain ces dernières années au profit de la Chine dans les pays en développement. Pékin, quant à lui, ne cesse de renforcer sa présence en Afrique, désireux de garantir les approvisionnements cruciaux de matières premières et sources d'énergie pour la croissance de la deuxième économie
du monde. 1500 migrants ont été secourus jeudi et vendredi en Méditerranée centrale. C'est au cours de diverses opérations impliquant notamment des navires de la marine italienne, d'ONG et de l'agence européenne Frontex. En l'espace de 2 jours, 7 opérations distinctes ont permis de secourir 1050 personnes qui naviguaient à bord d'embarcations de fortune. Les organisations non gouvernementales allemandes Sea-Watch et Sea-Eye ont ainsi raconté avoir secouru environ 450 personnes vendredi à bord de 3 canots surchargés. Au cours de l'intervention sur le 3e, l'arrivée d'une vedette libyenne a provoqué des tensions, certains migrants ayant sauté à l'eau pour éviter d'être reconduits en Libye. Mais la vedette est restée à distance et tous les migrants ont été secourus par les 2 ONG. Dans la journée de jeudi, un navire militaire italien a secouru 69 migrants qui ont ensuite été transférés sur l'Aquarius, navire des ONG SOS Méditerranée et Médecins sans frontières, qui les a ensuite installés à bord mais continuait de patrouiller dans la zone des secours. En outre, un navire militaire portugais engagé dans l'opération Triton de l'agence européenne Frontex a secouru 296 migrants jeudi entre la Libye et la Tunisie et les a conduits vendredi à Pozzallo, dans le sud de la Sicile. Ces arrivées s'ajoutent aux 10 800 enregistrés en Italie depuis le début de l'année, soit près de 80% de moins que sur la même période en 2017, grâce à des accords conclus par le gouvernement de centre-gauche sortant avec les autorités et les milices libyennes. Parallèlement, les gardes-côtes libyens ont intercepté plus de 6500 migrants selon l'Organisation internationale pour les migrations, qui a aussi recensé 383 morts ou disparus depuis janvier au large de la Libye, ce qui représente 2,8% des départs connus contre une moyenne de 2,2% sur les 3 dernières années. Les musées occidentaux doivent-ils rendre à l'Afrique les objets culturels sortis du continent lors des pillages? Le débat agite donc la sphère culturelle et diplomatique depuis des décennies. Si le président Emmanuel Macron souhaite que les musées français commencent à restituer ces pièces de collection d'ici 5 ans, ailleurs comme en Grande-Bretagne, les initiatives sont bien plus timides. Reportage. Mi-homme, mi-animaux, ces totems comptent parmi les plus belles pièces du musée parisien du Quai Branly. Sur l'étiquette, il s'agit d'un don d'un général français, mais pour le Bénin, région d'où elles sont originaires, ces statues ont été pillées par la France à la fin du 19e siècle lors de la conquête de cette ancienne colonie. Une situation symbole d'un vieux débat. Les pays occidentaux doivent-ils rendre à l'Afrique ses œuvres d'art? Novembre 2017 à Ouagadougou, le président Macron met fin à un long tabou en évoquant un mécanisme de restitution de son patrimoine à l'Afrique d'ici 5 ans. Une annonce qui fait trembler les conservateurs européens, jusqu'à présent farouchement opposés à toute restitution. Le débat s'est tout de suite heurté à une difficulté d'ordre juridique, puisque ces pièces étaient rentrées de manière légale, vu le rapport de l'époque, dans nos collections publiques. Et vous savez qu'à partir du moment où des pièces sont rentrées d'une manière légale dans les collections publiques, elles sont inaliénables. Elles ne peuvent pas repartir à un soi-disant propriétaire qui, pour ces musées, n'existe pas, puisque ces États n'existaient pas à l'époque. Au musée des civilisations d'Abidjan, l'annonce du président français a été applaudie. Une opportunité sans précédent pour sa directrice, qui estime qu'une énorme partie des biens culturels ivoiriens se trouverait à l'étranger. Pour autant, ces retours doivent se faire par étapes. Il faut essayer de voir comment réunir toutes les conditions pour accueillir ces objets qui étaient dans un certain conditionnement et qui arrivent dans un autre espace. Alors, est-ce qu'il faut restituer les objets tout de suite et maintenant? Structure d'accueil, conservation, entretien. Pour des spécialistes, tous les pays africains ne sont pas pour l'instant prêts à accueillir leurs œuvres dans de bonnes conditions. Alors certains musées européens proposent des compromis, comme ici à Londres. Pour ce musée, pas question de rendre à l'Éthiopie ses trésors anciens. La galerie se contente tout juste d'envisager de les lui prêter de façon temporaire, tout en restant propriétaire. Une approche timide, à contre-courant des recommandations de l'UNESCO. Depuis 40 ans, l'organisation milite pour un retour en Afrique des biens culturels sortis du continent durant l'époque coloniale. Il est très difficile de donner un carton jaune à certains musées et pas à d'autres, mais de manière globale, tous
tous les musées sont conscients que ce débat est une réalité et qu'il faut trouver des solutions. Des solutions qui, en France, pourraient se concrétiser en novembre, date à laquelle 2 experts nommés par Emmanuel Macron en début d'année devront rendre leurs conclusions. Mesdames, Messieurs, c'est sur cette note que nous refermons cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne semaine à chacun et à tous. Au revoir.